Donc, je sais pas. J'ai eu un problème de connexion avec mon code, donc j'ai dû récupérer le code de ma femme. Enfin bon, bref, ça a été un petit peu long. C'est pas grave. Aujourd'hui, tout le monde est connecté avec notre nom, donc c'est pas grave. Alors, juste pour vous mettre au courant, donc aujourd'hui, c'est le groupe qui est fait de cliniciens, d'électrophysiologistes, mais aussi de généticiens qui vont vous présenter donc les guidelines pour les spasmes épileptiques. Donc, pour la clinique, il y a Dr Wafa Bouchala et Dr Inès Lahsairi. Je suppose après, ce sera la partie EEG, Dr Sana Benjma, et après la partie génétique, Dr Abir, c'est elle qui va présenter, ou vous allez partager la partie génétique. بالضبط أي. Une Oui, seule. Voilà, entre donc si vous nous. voulez, donc on commence par la présentation clinique. La présentation clinique, on va la faire ensemble, moi et Wafa. Si tu peux, Wafa, tu partages l'écran. Oh, ok. Juste voilà. C'est bon? Encore. Oui, parfait. D'accord. Donc, on a mis au début les principaux articles sur lesquels on s'est basé, que ce soit pour les définitions ou pour commencer à rédiger les recommandations. Et puis, on a discuté un peu ce plan. Donc, au début, on a défini un peu le syndrome de spasme infantile pour insister surtout sur le fait qu'actuellement, on parle de spasme infantile si on a des spasmes avec ou sans hypsarythmie et avec ou sans régression pour ne pas attendre le rassemblement des trois critères pour prendre en charge l'enfant, pour insister sur le diagnostic et la prise en charge précoce, parce que c'est la nouvelle notion actuellement. Puis, on va parler un peu d'épidémiologie pour insister sur le fait que le syndrome de spasme infantile, c'est la plus fréquente des encéphalopathies. On va définir un peu la conduite à tenir devant un premier événement paroxystique, comment on va retenir le diagnostic de spasme. Après, on va décrire un peu ce qu'on doit chercher à l'histoire et à l'examen clinique. Après, c'est la neurophysiologiste qui va parler de l'EEG. On va reprendre après la prise en charge thérapeutique, les traitements de première et de deuxième ligne, l'enquête étiologique et enfin l'étude génétique. On a commencé à rédiger la définition, l'introduction et la définition. Donc, on a insisté sur le terme syndrome des spasmes infantiles pour dire qu'il englobe à la fois le syndrome d'Ouest et les enfants qui ont présenté des spasmes épileptiques, toujours pour insister sur le diagnostic et la prise en charge précoce. C'est inspiré totalement de dernier article qui parle de la classification des épilepsies infantiles et néonatales de l'ILAE. Après, on a parlé un peu de l'épidémiologie. Donc, pour décrire un peu l'épidémiologie dans le monde, puisqu'on ne dispose pas de chiffres tunisiens. Après, c'est surtout ça qu'on a préparé. Donc, devant un premier événement paroxystique, c'est inspiré de l'article des recommandations devant une épilepsie infantile de Jo de 2015 à Epilepsia. Donc, devant un premier phénomène paroxystique qui est décrit par les parents, donc on a suggéré de simuler le mouvement en consultation, de montrer un enregistrement vidéo d'un enfant qui fait un spasme aux parents ou de demander un enregistrement vidéo s'il a été déjà fait à la maison. Devant ce premier abord, on peut soit exclure la nature épileptique, soit on est devant un spasme qui est vraiment très probable et là, on va compléter par un EEG vidéo avec un EMG au deltoïde. Et là, soit si on est devant soit un spasme confirmé, là, on va le prendre en tant que syndrome de spasme infantile, soit on exclut la nature épileptique et là, on va rassurer les parents et on va orienter la prise en charge selon le diagnostic retenu devant ce phénomène paroxystique. Donc, après, si Juste, on a déjà… est-ce qu'on peut vous couper? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Donc, est-ce que vous avez prévu de donner des détails un peu
sur la qualité minimale, la durée minimale de l'EEG, le nombre d'électrodes. Est-ce que vous avez prévu de le faire plus tard? Oui, et donc Ah d'accord, alors je vous laisse parler. la partie EG, oui. Là, on s'est imaginé, on est en consultation et on a un parent qui vient pour décrire un phénomène paroxystique ou un comportement anormal ou un mouvement anormal. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la première étape. Mais donc, par exemple, est-ce que vous avez un nombre ou une espèce de guide pour les questions à poser? Les questions à poser après pour les parents, c'est ça? Ben, parce que vous dites très bien, c'est vrai qu'ils peuvent mimer, ils peuvent vous donner une vidéo, mais est-ce que quand même, il y a des questions à poser qui peuvent vous permettre de… Oui, c'est juste après dans l'histoire clinique. D'accord, d'accord. D'accord. Donc là, l'histoire et l'examen. Donc, on va essayer, comme on a dit, de récupérer un enregistrement vidéo de la famille si c'est possible. On va bien sûr préciser les antécédents familiaux d'épilepsie, les antécédents complets d'accouchement, le périmètre crânien à la naissance, le déroulement de la grossesse, les antécédents personnels d'épilepsie ou d'encéphalopathie infantile, le développement psychomoteur avec détail. Et là, on va poser des questions. Là, ce n'est pas une partie finalisée. Donc, on va poser les questions sur la présence de contractions brusques. Est-ce qu'elle implique les membres et ou l'axe, la durée, la symétrie ou non? Est-ce qu'il y a des phénomènes qui précèdent ou qui suivent le spasme pour rechercher d'éventuelles crises épileptiques focales? L'horaire de survenue et la recrudescence au réveil, la fréquence et la survenue en cluster ou non? Et puis, on va décrire avec un peu de détail quand même le développement moteur, psychomoteur. Est-ce qu'il y a une stagnation, une régression, un changement du comportement? Les signes après l'examen clinique, il va rechercher, donc il va voir le contact social, rechercher les anomalies du tonus, la symétrie de préhension. Et à l'examen somatique, on va rechercher surtout les tâches achromiques. Là, vraiment, c'est une approche globale, ce n'est pas encore finalisé. C'est les premières choses qu'on a définies. Donc, après, bien sûr, on va faire un EEG vidéo, mais on n'a pas parlé ici parce que c'est moi et Wafa, on est des cliniciennes, on s'est chargé de la partie clinique et de la partie étiologie. Donc, après, on va compléter par les examens complémentaires. Donc, le bilan biologique à la recherche essentiellement de maladies métaboliques qui peut expliquer le syndrome de spasme infantile. Si tu permets, Inès, juste ici, et je demande l'avis de Mathieu, est-ce qu'il ne faut pas ajouter ici, avant l'enquête idéologique, la sémiologie des crises, la description, même indépendamment de la partie EEG, parce que là, on est resté seulement sur la partie de l'interrogatoire, sur la phénoménologie, sur l'existence d'anomalies à l'examen, mais finalement, il manque la partie sémiologie des crises. Parce que je suis tout à fait d'accord, parce que là, en fait, vous faites c'est une sorte de checklist Ouais. de ce qu'il faut vérifier. Mais là, vous allez vous adresser, enfin, en fait, il faut aussi dire, quand on fait des guidelines ou des recommandations, c'est savoir ce qu'on doit chercher. Et donc, qu'est-ce qui, dans la sémiologie, comment vous pourriez la décrire en insistant sur les éléments qu'il faut rechercher. D'accord. Bon, vous le dites un petit peu, hein, contraction brusque, mais contraction brusque, est-ce qu'on peut être plus précis dans la façon dont qu'est-ce qu'on a en tête qu'on fait rechercher? Parce que après, c'est vrai que ce que vous dites là, bon, ça après, c'est du boulot et c'est bien de l'avoir gardé. Mais disons que je pense qu'il faut qu'il y ait un truc court quand même, parce qu'après, là, un truc court sur voilà, comment est décrite la sémiologie des spasmes, qu'est-ce qu'il faut chercher, et une fois qu'on évoque, est-ce qu'il y a d'autres détails à évoquer? Par exemple, le caractère symétrique ou pas.
Parce qu'après, bon, antécédent complet d'accouchement, antécédent personnel d'épilepsie, évidemment que, bon, on peut discuter de la façon dont c'est mis, mais ça, c'est quand même la base de tout examen, de tout enfant qu'on voit quasiment. Oui. Donc, faire la différence entre le travail de base, qui est d'examiner un enfant et de voir son histoire, et qu'est-ce qu'on doit faire, voilà, qu'est-ce que c'est la sémiologie d'espace, mais parce que là, on est dans des guidelines, donc ça veut dire qu'est-ce qui permet aux gens de reconnaître que c'est l'espace. OK? C'est-à-dire, je suppose que ce paragraphe doit être subdivisé en sous-paragraphes. Oui. Une partie pour les antécédents, tout ce qui est histoire, puis une partie sur l'histoire des spasmes. C'est-à-dire, on peut se permettre de mettre des sous-chapitres. C'est-à-dire qu'il faut bien individualiser pour celui qui va lire les guidelines. Ça, c'est des questions pour les antécédents. Ça, c'est des questions sur la sémiologie des spasmes, ce que va raconter les parents. Et après, je pense qu'il faut faire la partie examen et la description tout en mettant les sous-titres de façon plus nette. Oui, oui. En fait, dire la partie n'est pas vraiment finalisée, Martha. C'est vraiment un brouillon. La première partie, c'est bien fait, mais cette partie, Martha, on est en cours de finalisation. C'est pas encore fini. Après, on a enchaîné avec le bilan biologique à demander. Là, je pense qu'on va mettre une mention spéciale pour les étiologies qui sont assez fréquentes au cours du syndrome de spasme infantile. Il y a un tableau qui parle de ça dans l'article de 2015 de Epilepsia. Oui. Après, l'imagerie, bien sûr. Alors, juste, oui, OK. Bon. On verra après. Je vous laisse parler. Parce que je ne veux pas vous couper. Après, vous avez dit des choses dans l'autre. Donc, Après, on va, je pense, parler un peu des étiologies pour mettre vraiment les plus fréquentes et surtout une mention particulière pour la sclérose tubereuse de Bourneville. Tu peux enchaîner, Wafa. Oui, on arrive à la prise en charge, mais est-ce que vous voulez qu'on voit le G avec Oui, pas de le souci. comme vous voulez. Ou on enchaîne. Ok, pas de problème. Donc, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de chevauchements entre donc, ce qui a été dit. Donc, finalement, pour la sémiologie, tu as des crises. Finalement, il y a beaucoup de chevauchements avec l'enregistrement donc, de la crise à l'EEG. Donc, ces deux parties devraient être travaillées de façon collaborative. Est-ce que tu peux arrêter le partage de l'écran? D'accord. OK. Donc, bonjour à tous. Donc, pour ma part, je me suis intéressée à la partie EEG. Donc, j'ai commencé en détaillant donc, les techniques d'enregistrement. Donc, et comme vous le savez tous, l'ILAE en 2017, elle a défini donc, deux niveaux d'enregistrement. Donc, le niveau 1, donc, si l'EEG n'est pas informatique, donc à niveau 1, donc il faut passer à un niveau 2 avec des EMG donc, de deltoïdes qui deviennent obligatoires, avec un sommet qui doit être donc, un enregistrement plus lent, avec un sommet qui inclut un stade N2 durant au moins 10 à 15 minutes. Et la réaction d'éveil donc, devrait être supérieure à 10 minutes et atteindre les 30 minutes afin de pouvoir peut-être capter donc, des spasmes au réveil. Donc, après donc, les particularités donc, de l'enregistrement donc, devant une suspicion donc, de spasme épileptique, donc, je me suis intéressée aux anomalies intercritiques. Donc, pour les anomalies intercritiques, donc, j'ai commencé par les anomalies intercritiques. Bon, certainement, donc, il manque donc, des schémas. J'ai du mal un peu avec cette histoire. Est-ce que je dois prendre donc, des tracés de mon service, voilà, du service donc, de neurologie pédiatrique? Je ne pense pas que j'ai le droit de prendre un tracé sur le net. Donc, c'est ça. OK. Donc, pour les anomalies donc, électriques, donc, j'ai commencé par l'hypsarythmie, donc
j'ai repris donc dès la définition donc initiale. Donc j'ai attiré le fait que cette hypsarythmie, elle peut être donc modifiée durant durant la veille, surtout retrouvée durant le sommeil. Donc après j'ai un peu parlé donc du score donc based score qui permet donc de classer les tracés dits hypsarythmiques avec donc les nouveautés proposées par le BASE donc de 2015, avec donc le seuil d'amplitude, avec donc l'introduction donc de la notion des pointes multifocales groupées. Quoi d'autre? Donc je m'excuse, c'est un peu long, donc c'est écrit. Et le fait que donc on ne va pas donc utiliser donc le terme donc hypsarythmie, donc ça sera remplacé par le terme donc d'ANEG donc associé aux encéphalopathies épileptiques, parce qu'au final donc les spasmes infantiles donc ne sont pas tout le temps associés à l'hypsarythmie. Donc on peut trouver des spasmes sans hypsarythmie et inversement. Donc j'ai précisé donc le seuil donc d'amplitude, la notion de pointe multifocale avec 3 foyers, la notion donc de pointe multifocale groupée, les atténuations. Voilà, donc après, j'ai parlé un peu d'hypsarythmie atypique et modifiée. Donc le consensus d'Eli-West 2004, il a identifié 8 variantes donc atypiques. Il faudra certainement ajouter donc les schémas. Donc j'ai détaillé un peu donc le EEG critique. Donc le pattern est EEG d'un spasme épileptique, donc avec l'onde de haut voltage, l'aplatissement, les rythmes rapides. Donc, et les particularités donc, de ces différents patterns. Donc, j'ai détaillé donc, le pattern EMG de spasme épileptique, donc ce qu'on retrouve sur la chaîne EMG. Donc, c'est une image sous forme donc, de diamant ou de losange qui doit précéder donc, les anomalies à l'EEG. Et puis, donc, j'ai repris les critères diagnostiques proposés par le Task Force de neurophysiologie en 2017. Donc, ils ont considéré un syndrome donc, de spasme, un syndrome donc, de spasme infantile ou West syndrome qui est confirmé devant donc l'enregistrement donc, de spasmes épileptiques ou du fait qu'on va enregistrer un tracé intercritique d'hypsarythmie pouvant être typique ou atypique. Voilà, donc si on trouve donc l'un des deux, donc on n'est pas donc il suffit d'avoir l'hypsarythmie, on n'est pas obligé d'enregistrer donc des spasmes épileptiques pour retenir donc le diagnostic de spasme infantile. Donc le diagnostic devient à haute certitude si on n'enregistre pas donc un spasme donc épileptique, on n'a pas de pattern d'hypsarythmie, mais on a des décharges multifocales et on retourne donc à l'histoire clinique, on retrouve donc chez les parents donc une notion de spasme épileptique en cluster au réveil. Et le syndrome des spasmes infantiles ou syndrome donc, de West, il reste possible si pas d'hypsarythmie, mais donc, on a des pointes multifocales durant le sommeil et une histoire de spasmes qui seront plutôt subtils à type de hochement de la tête, déviation des yeux. Donc j'ai pris donc la peine de prendre en photo, en capture écran ce tableau dont Dr Hassari a parlé. C'est le dernier article donc, de l'ILAE pour les épilepsies infantiles et néonatales. Donc on voit très bien qu'on peut retenir donc, le syndrome donc, de West, le syndrome de spasme infantile, devant donc, la... Excusez-moi, je vous coupe. Là, le but de la journée d'aujourd'hui, c'est des choses... C'était discuter globalement l'architecture de vos... Oui. C'était l'architecture des trucs, parce qu'après, ne rentrez pas trop dans le détail, sinon on n'aura pas trop le temps d'y... Voilà, donc pour moi, donc, j'ai repris les particularités d'enregistrement. Donc, j'ai repris tout ce qui est anomalie intercritique, les anomalies critiques, donc le spasme épileptique, et au final, comment retenir sur des critères électrocliniques, donc le diagnostic de spasme infantile ou de syndrome de West. Voilà. OK. Donc, j'arrête le partage. Est-ce que, je ne sais pas pour le G, Mathieu, quel est ton avis?
Mais je pense que peut-être la première partie où elle a parlé des scores, est-ce que dans les guidelines, on peut mettre des annexes? C'est-à-dire résumer la première partie. Tu as parlé de surtout l'histoire ou l'historique de l'hypsarythmie et aussi l'évolution des scores et les détails des scores. Peut-être pas dans le texte intégral des guidelines, mais peut-être en annexe. Ok, donc j'enlève les scores pour juste s'intéresser à l'hypsarythmie typique, détailler Voilà. les formes atypiques. J'ai Je ne sais pensé. pas je sais pas s'il faut enlever parce que c'est du boulot. Enfin oui, vous pouvez mettre en annexe ou Voilà. après. Est-ce qu'on peut avoir moi j'aimerais bien avoir une overview un peu de tout D'accord, pour d'accord. pouvoir après Ok. discuter mais par contre aller vite parce que l'idée c'est pas de refaire le topo. Oui, oui, bien sûr. Hein, c'est juste vous dites de quel matériel quel matériel vous avez utilisé et comment vous voyez le plan général de votre guideline. C'est pas, on n'est pas là pour discuter des détails, hein. Sinon, Ok. on n'aura pas le temps on n'aura pas le temps de discuter. Là, l'idée, c'est que vous ressortiez ce soir avec un plan et une espèce de guide pour faire les guidelines. Guidelines the guidelines. Donc, c'est juste, voilà, n'allez pas trop dans les détails. C'est 2 minutes ou 3 minutes par grand chapitre. Vas-y, Abir, donc tu vas présenter la génétique. Oui, Allez-y. concernant l'étude génétique et en se basant sur les signes cliniques du patient, par exemple dans le cas d'une dysmorphie faciale, on commence par une étude cytogénétique qui se manifeste par la réalisation du karyotype standard dans le but de détecter les anomalies chromosomiques. Et cette technique, elle est réalisée en routine au sein de notre service. Si la formule chromosomique est normale, on a eu recours à la technique de CGH-RE qui permet l'analyse des variations de nombre de copies dans l'ADN de notre patient. Si le résultat du CGH est négatif, on passe à l'étude moléculaire par analyse mutationnelle des gènes candidats dans une première étape, comme ARX et CDKL5. Et si pas de mutation dans le gène candidat, on passe à l'étude d'un panel des gènes spécifiques à l'épilepsie dans le but d'identifier des variations des séquences géniques expliquant les phénotypes de notre patient. Si le panel est négatif, on passe au séquençage de toutes les régions codantes de notre génome, du génome de notre patient dans le but de déterminer la cause génétique. C'est une démarche générale. Y a-t-il de... Là, bon, c'est bien, c'est un bon début. Après, il faut être plus spécifique, hein, il faut mettre de la biblio. C'est quoi l'intérêt? Est-ce qu'il y a toujours une place pour le karyotype standard? Moi, je veux bien, mais il faut dans ce cas mettre la biblio ou expliquer pourquoi vous, c'est un examen parce que c'est juste là, on fait des guidelines, donc ça ne peut pas être basé sur simplement comme ça un avis. Et donc, expliquer pourquoi. Est-ce que c'est parce que il y a quand même un rendement, bon, il y a la trisomie 21, est-ce qu'il y a d'autres anomalies qui sont vues en karyotype en bande G qui nécessitent de le faire par rapport à l'ACPA, ou est-ce que c'est une question d'accès, de coût, je ne sais pas. Et puis après, est-ce qu'il y a une place pour des gènes ciblés si vous avez un panel, ou est-ce que il y a une question d'accès qui fait que là c'est là qu'il y a du boulot, c'est parce que sinon ça vous recopiez hein, c'est dans toutes les recommandations partout. Mais qu'est-ce qui chez vous doit être fait? Et donc il faut se servir de la littérature et expliquer pourquoi éventuellement vous avez des particularités ou pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec la littérature. Hein, parce qu'évidemment que parce qu'on pourrait vous dire, dans ce cas, si vous avez tout ça, franchement, vous faites une ACPA, un exome. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire CDKL5 avec un rendement de 1%? Donc, c'est là que, quand on se verra au mois de mai, il faut que vous puissiez justifier
de la façon dont vous faites les examens, dans quel ordre, et pourquoi, pour vous, il y a des examens qui gardent une place ou pas. C'est-à-dire, on peut avoir une justification d'ordre pratique, mais en même temps en se basant sur des références biblio. Pardon. Parce que c'est vrai que dans la majorité de la littérature, ils font la CGH et le panel, mais peut-être on va dire, on va l'expliquer parce que la CGH, en pratique, je viens de voir avec l'équipe de génétique, c'est un peu difficile de la faire. Donc, le cariotype va garder sa Oui, place pour non, le mais moment. D'accord. moi, justement, ça, c'est ça qui est intéressant. Voilà, C'est il de faut dire, l'expliquer. voilà, la CGH, c'est pas un examen qu'on peut faire en première intention. C'est beaucoup plus coûteux que le cariotype. Et donc, mais c'est pareil, je veux dire, c'est pareil pour nous. On va jamais faire un exome en première intention. On fait d'abord le panel. Bon, et donc, et alors qu'il y a des équipes qui recommandent de faire un exome. Donc, chacun fait localement comme il peut. Simplement, il faut dans ce cas mettre une référence que le cariotype reste un examen qui pour vous est pertinent parce qu'il y a un rendement de 30%. Et le cariotype bien fait, il y a un rendement qui doit être aux alentours de 5-6%, ce qui n'est pas nul. Et après, pareil, moi je ne discute pas ça, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est pas ça qu'il faut faire. Je dis simplement qu'il faut dire voilà ce que nous on recommande, parce que c'est le fruit à la fois d'une bibliographie extensive et d'une réflexion des ressources locales. Ouais, tout à fait d'accord, oui, oui, Voilà. bien sûr. Oui, tout à fait. Oui. C'est clair, Abir, c'est clair. Et donc là, tout est écrit, vous n'avez plus qu'à justifier un peu. Et donc, la justification localement, c'est voilà ce que vous avez dit. Hein. On a été voir le labo, on ne peut pas faire une ACPA d'emblée. L'ACPA doit être sélectionnée. Et donc, moi, ce que vous avez dit, c'est très bien. Peut-être qu'il y a certains patients que vous allez passer plus volontiers. Enfin, je pense que c'est ça qu'il faut justifier. Et personne n'ira vous challenger sur vos choix, mais simplement il faut que vous montriez à la lecture de pourquoi c'est fait. Là c'est un petit peu plus, on voit pas bien. Hein. Et dans le panel, c'est pareil. Vous avez le droit de dire, ben, on a créé un panel de 10 gènes parce que finalement, on s'est aperçu dans la littérature que les 10 premiers gènes, globalement, ils expliquent 50% des panels positifs. Et donc, comme c'est plus compliqué pour nous d'avoir un panel à 200 gènes, hein, je dis ça, peut-être pas, hein, je ne sais pas, hein, mais ça paraît tout à fait pertinent. Mais je pense que si on explique, tout est pertinent, et après, c'est des guidelines qui quand même vont impliquer toute la Tunisie, même au-delà, hein, parce que CID, c'est au-delà, donc c'est juste justifié, et ça part quand même de Sfax, c'est avant tout Oui, Sfax. bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Ok. Ok, parfait. Parce qu'après, hein, le séquençage d'exome est une technique couramment utilisée dans le diagnostic. Ça, on n'a pas besoin. Hein. Là, vous êtes dans les guidelines, on va directement on va pas expliquer comment ça se passe le cariotype. Hein. C'est le cariotype garde un rendement aux alentours de 5-6% en Finlande de l'Ouest, d'autant plus important qu'on est dans un contexte dysmorphique ou malformatif. Pour nous, et ça avec une référence, ça reste un examen de première ligne, parce que évidemment, que si on trouve quelque chose, ça évite après de faire des examens super coûteux, alors que voilà, c'est pas un rendement nul. OK? Ok, d'accord. Ok. Après, c'est la prise en charge thérapeutique. Je reviens avec Dr. Hassairi avec la prise en charge thérapeutique du syndrome de West ou du syndrome du spasme infantile. On a bien insisté sur le fait que le traitement doit être introduit rapidement. Donc, c'est une prise en charge qui doit être urgente en parallèle avec l'enquête étiologique. L'enquête étiologique ne doit pas retarder le traitement. On a revu la littérature. Il n'y a pas dans la littérature un protocole bien défini et un algorithme bien défini pour la prise en charge thérapeutique.
Les traitements, c'est vrai, du syndrome de West ou du syndrome de spasme infantile, il est différent de celui des autres épilepsies. Il se base sur l'ACTH, la corticothérapie et en premier lieu aussi le Vigabatra. Donc, on a voulu vous proposer donc, cette protocole thérapeutique donc, dans notre service de neurologie pédiatrique, donc, on le suit. Donc, devant tout patient qui a des spasmes électrocliniques confirmés avec ou sans anomalie à l'EEG. Donc, on commence par le Vigabatrin, c'est la molécule donc, le Sabril qui est disponible chez nous en Tunisie. Et on commence par la dose de 100 mg kilo en 2 prises. Excusez-moi, je vous coupe aussi parce que là, après, votre protocole, ça, c'est encore une fois, hein, c'est pas moi. Là, c'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Le protocole, on va le discuter en mai, éventuellement en expert. Mais là, pareil, moi, l'introduction, revenez sur votre introduction. OK. D'accord. Le contrôle thérapeutique rapide des crises est nécessaire pour améliorer le pronostic des spasmes infantiles. Référence. Vous en êtes sûr de ça? Ça fait 30 ans que c'est discuté. C'est sûr que traité versus pas traité, c'est démontré que les traités vont mieux. Mais après, le contrôle rapide est nécessaire. Il y a effectivement des articles, je vous en ai sélectionné quelques-uns. Enfin là, c'est des discussions super compliquées. Hein. Des études qui ont montré que plus les spasmes étaient contrôlés rapidement, mieux ils allaient. Moi, à ma connaissance, il y en a une qui est bien faite de 2017. Bon, si vous ne la citez pas, là, on se dit, bon, ben, ils disent ça, mais... Hein, et donc, après, quand même, le traitement est différent de celui des autres épilepsies, je suis d'accord. Mais après, est-ce que quand même, vous ne mettriez pas les grands protocoles qui sont utilisés? Et du coup, vous discutez. Donc, les protocoles, hein, il y a ceux qui disent, comme vous, Sabril en première intention. Et puis, en deuxième ligne, corticostéroïdes. Bon, mais il y a quand même tout un mouvement aux États-Unis qui dit en première intention bithérapie. Bon, mais si vous le discutez pas, pourquoi vous n'utilisez pas ce protocole? Il faut le dire pourquoi. Vous avez le droit de dire, nous, on n'utilise pas ce protocole parce que mettre d'emblée la cortisone alors que 30% des patients vont répondre au Sabril, ça nous embête. Ou alors parce qu'on a moins accès. Ou alors parce que on a une couverture vaccinale un peu différente, on a plus de complications infectieuses, des corticothérapies à haute dose. C'est ça qu'il faut discuter. Bon, et puis il y a des gens qui ne font pas une bithérapie d'emblée, Sabril donc cortisone, ils font d'emblée les synactènes. Il faut quand même dire pourquoi vous, d'emblée les synactènes, ça ne vous paraît pas pertinent. C'est ça l'idée des guidelines. Hein. Parce qu'après, je suis sûr que je vais tomber d'accord avec vous sur votre arbre. Hein, mais l'objet de la réunion, c'est comment construire des guidelines. Et donc, vous êtes arrivé à ce protocole parce que vous avez réfléchi, parce que vous êtes au courant de la littérature et que vous avez dit, parmi tout ce qui est proposé, voilà, nous, on a considéré que c'était le meilleur compromis entre efficacité, ressources locales et, je ne sais pas, effets secondaires, tolérance, expérience des experts locaux. Et donc, en France, il n'y a pas une équipe qui a le même protocole. Hein, donc, ça veut bien dire qu'il y a de quoi discuter. Hein. Ça veut bien dire qu'il y a de quoi discuter. Hein. Il y a des gens qui font la bithérapie d'emblée, il y a des gens qui continuent de mettre le Sabril en première intention et puis qui passent à la bithérapie ou en deuxième intention. Il y a des gens qui commencent par le synactène d'emblée. Hein. Bon, et qui a raison? C'est difficile à dire. Hein. Donc, il y a l'efficacité. L'efficacité, c'est certainement quand même soit la bithérapie, soit le synactène d'emblée. Si l'objectif, c'est d'être le plus efficace le plus rapidement possible. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que mettre de la cortisone à forte dose à tout le monde, est-ce que c'est pas prendre des risques? Et est-ce que 15 jours, c'est si important que ça pour le développement? Si on lit votre première phrase, on a l'impression que oui. Mais est-ce que vraiment on est à 15 jours près? Et est-ce que quand même,
ça vaut le coup de prendre des grands risques? Je ne sais pas. Donc ça, c'est là on vous attend, hein. Moi, je vous ai préparé une quinzaine d'articles. C'est là qu'il faut discuter. OK? Ok. Même la durée après laquelle, si on commence avec le vigabatrin, après quelle durée on doit faire la bithérapie, c'est très différent d'un article et d'un protocole à un autre. Et on ne trouve pas vraiment d'explication pourquoi certains choisissent 7 jours, pourquoi d'autres 15 jours et Voilà. d'autres 30 Et donc, jours. ben, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y en a certains, c'est très facile pour eux de revoir les enfants à 7 jours. Et puis, il y en a d'autres, c'est plus compliqué d'organiser un EG de contrôle à J7. Et donc, ils l'ont fait à J15. C'est pas plus bête que ça, hein. Donc, si vous dites, bah, nous, localement, on est capable de faire à J7 ou à J10, je pense que ça peut s'entendre parce que, comme vous avez très bien dit, personne ne sait, hein. Je veux dire, personne ne sait pourquoi. On se dit que J7, c'est peut-être un tout petit peu tôt parce qu'il y a peut-être des enfants qui continuent. Mais quand même, globalement, à J7, on sait déjà, ceux qui ne répondent pas du tout à J7, c'est rare qu'ils répondent à J15. Et donc, C'est ce qu'on remarque dans la pratique clinique. Si c'est un enfant qui ne répond pas à J7 ou vigabatrin, il ne va pas répondre à J15. Donc, voilà, donc moi, je pense que tout ça, c'est très bien. Là, vous avez mis expert opinion versus. Hein, mais vraiment, là où on vous attend, et c'est là que vous êtes, c'est là l'intérêt de ces réunions, hein, c'est voilà, comment on construit quelque chose qui n'est pas un copier-coller de ce que fait le voisin, qui est vraiment quelque chose qui est issu d'une réflexion, qui est une réflexion qui n'est pas simplement basée sur moi, je parle plus fort que le voisin, c'est basé sur qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que c'est que notre expérience, et compte tenu de la population qu'on a, ben, comment on fait? Vous voyez, là, c'est exactement ce qu'on sait. Nous, je vous explique, à Marseille, il y a quelques années, on a essayé la bithérapie. On a dit, finalement, quand même, ils ont plus d'efficacité, hein, ça c'est des articles de 2017, Solupred plus Sabril, c'est plus efficace que Sabril seul. Ils ont 65% de rémission, Sabril seul, c'est 35%. Bon, et donc on l'a fait. On l'a fait pendant 1 an. Et quand on a fait le point, on a dit, c'est vrai qu'on a on a des rémissions plus rapides, mais on a énormément d'effets secondaires du Solupred à forte dose. Chez des patients qui sont petits, qui mettent extrêmement longtemps à retrouver un sommeil normal et qui sont hyper tendus. Hein. Et donc, on s'est dit, finalement, quand même, peut-être que ce 35% là, d'enfants qui répondent au Sabril, eh ben, ils ont eu du Solupred avec 2 mois d'effets secondaires alors qu'ils n'avaient pas besoin. Et donc, on est revenu en arrière. Mais si vous demandez aux Toulousains, si vous demandez aux Parisiens de Robert Debré, ben eux, ils disent, nous, on trouve que c'est bien toléré et on trouve qu'on a des rémissions bien plus rapides et que l'épilepsie derrière est bien plus simple et donc on ne reviendra pas en arrière. Qui a raison? Je ne sais pas. C'est personne, en fait, à condition que ce soit basé sur à la fois la littérature et puis sur l'expérience. Et donc, c'est ça qu'on attend de vous, là. Donc, vous n'avez peut-être pas d'expérience de la bithérapie, mais oui. vous avez l'expérience de la corticoïde, hein. Et donc, vous pouvez dire, voilà, moi, ça ne me choque pas que vous essayiez que vous laissiez le Sabril en première intention. C'est le cas de Necker, c'est le cas de Lille, c'est le cas de Lyon, et c'est le cas de Marseille maintenant, hein. Donc, moi, je pense que c'est tout à fait justifié, mais il faut quand même un peu dire pourquoi vous restez là-dessus. Hein. On n'a pas d'argument dans l'article à 18 mois. Ceux qui ont Sabril puis hydrocortisone versus Sabril Sabril plus corticoïde versus Sabril puis corticoïde, à 18 mois, il n'y a pas de différence en termes de cognition. Donc, ça veut bien dire que, OK, c'est bien de les traiter rapidement, mais on n'est peut-être pas à 15 jours près. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut argumenter. Mais vous avez toute l'ossature, il vous manque ça. Parce que ça, c'est vraiment là qu'on va vous attendre, hein. J'ai une autre question pour le protocole de Necker de 2013. Donc, s'il y a une encéphalopathie préexistante, ils mettent la bithérapie d'emblée. En fait, c'est basé sur le
fait que généralement, ce sont des enfants qui ne répondent pas au vigabatrin parce que je n'ai pas trouvé d'article qui s'intéresse à la réponse en fonction de l'étiologie. Non, et puis je dirais même que je vous ai sélectionné des articles qui disent qu'il n'y a pas de réponse dépendante de l'étiologie. Que c'est extrait. Alors, en dehors de la sclérose tubéreuse de Bourneville, où clairement là, le Sabril est indiqué, hein, mais les autres, c'est extrêmement compliqué de dire à l'avance lui il va répondre, lui il ne répondra pas. On n'a pas trouvé. Enfin, il y a en tout cas beaucoup d'articles qui n'en a pas trouvé. Et Necker, leur protocole, je ne suis pas sûr qu'ils l'utilisent encore. C'est basé sur. Ils avaient cette impression. Mais vous voyez, ça n'arrête pas de changer. Et donc, de toute façon, les guidelines, c'est jamais une vérité absolue qui va durer 50 ans. Hein. Donc, c'est vraiment, soyez à l'aise avec ça. Personne ne vous dira oh là là, mais c'est pas possible, mais vous faites. Je pense que si vous mettez les protocoles qui existent et que vous dites nous, on choisit celui-là et que vous justifiez, ça donne beaucoup de force à vos guidelines. Parce qu'on ne dit pas ah ben oui, ils proposent celui-là parce qu'ils n'ont même pas vu qu'il y en avait d'autres. Non, vous proposez celui-là parce que vous avez étudié le rapport bénéfice-risque de chaque protocole et qu'il y a eu un consensus pour dire c'est celui-là qu'on veut. Et je suis sûr, quand on se verra en mai, que je ne sais pas comment ça se passera, mais je suis certain que Roberta Silio, que Striano, je ne me rappelle plus son prénom, et moi, je suis sûr que peut-être on va dire, ah bah tiens, on n'utilise pas le même protocole. Et peut-être que voilà, on pourra discuter, mais parce que pour l'instant, ça se saurait hein, si dans la littérature, il y avait un truc qui tuait le match. Hein. S'il y avait un article qui disait, non, non, c'est comme ça qu'il faut faire, on est supérieur à tout le reste, on l'a démontré. Ça, personne l'a démontré. Parce que quand ils disent qu'ils sont supérieurs, ils ont beaucoup, beaucoup d'effets secondaires. Et donc, on peut toujours dire, OK, vous êtes supérieur en termes de pourcentage de rémission, mais vous avez beaucoup d'effets secondaires. Est-ce que le jeu en veut la chandelle? Et j'ai une question, est-ce que le délai de diagnostic des spasmes peut intervenir dans le traitement? C'est-à-dire pour des enfants où on sait que c'est des spasmes qui datent depuis quelques mois ou quelques semaines, pour lesquels les parents peut-être qui n'ont pas consulté, est-ce que ça pourrait intervenir dans le protocole thérapeutique par rapport à des spasmes où on fait le diagnostic précocement? C'est des discussions. Moi, je n'ai pas l'impression dans la littérature que c'est des choses pareilles qui ressortent, mais on peut regarder, ça peut être une discussion. Après, moi, je trouve, mais ça, c'est des discussions qu'on pourra avoir après, c'est que des guidelines, pour qu'elles soient suivies, il faut qu'elles soient quand même assez simples. C'est-à-dire que si vous commencez à dire au-delà de 10 jours de spasme, on utilise un protocole et avant 10 jours un autre, j'ai peur que bon, ça complexifie, mais pourquoi pas hein. Après, votre arbre, il est, voilà, on le suit. Je vous dis, c'est juste, moi je trouve que si vous êtes OK, je vous envoie par Ella. Alors, ça va être compliqué parce qu'il y en a plein, mais je vais essayer de trouver peut-être un endroit pour mettre sur un disque, pour mettre les PDF, des articles que vous avez forcément. Hein. Mais disons que, pour être sûr que vous les avez, c'est des articles qui sont soit récents et qui évaluent vraiment bien à la fois les traitements, et puis ce sur quoi vous êtes passé vite, c'est le bilan quand même. Oui, on a parce que le bilan... Ah d'accord, vous allez revenir, OK. Il doit vraiment être adapté à la Tunisie parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire ici. Exactement. Justement, j'ai une question pour cet algorithme donc, qui est pris de Epilepsia 2015, donc ils l'ont proposé. Il parle ici de la dose de charge de vitamine B6, donc à la dose de 100 mg en IV avec monitoring, donc pour exclure les étiologies pyridoxinodépendantes. Donc, ici, dans cet algorithme, donc, il fait la sclérose tubereuse de Bourneville, donc le traitement donc, qui est le vigabatrin. Et après, selon l'étiologie, donc, ils mettent cette précision sur l'alpyridoxine. Est-ce que c'est intéressant de... Bah,
Moi, je Chez trouve nous, que sur le sclérose supérieuse de Bourneville, sans aucun doute, la oui. pyridoxine, est-ce qu'il faut la sortir comme ça, à ce point? C'est vrai que moi, je trouve qu'en tout cas, faire une dose de charge, c'est un peu beaucoup, hein. Ça veut dire hospitaliser, mettre une voie, mettre un scope. On n'a pas la Pour, péridoctine par voie intraveineuse. bon, ben, en On a plus, uniquement la voie orale. donc après, Même par voie orale, elle a beaucoup d'effets secondaires et elle peut entraîner des apnées hein, respiratoires, même ouais, par voie moi, orale. franchement, j'aimerais bien savoir combien de cas sont récupérés comme ça. Il y a une équipe à Lille qui fait de la pyridoxine Péros pendant 3 jours avant de mettre le Sabril. Le temps de faire le EG et tout. Ils font pyridoxine Péros pendant 3 jours parce qu'ils ont eu une réponse et ils disent que quand on a une réponse, c'est en 24 heures. Bon, ça, à mon avis, Peut-être pour les ça se cas discute. de pyridoxinosensibilité, pour ne pas passer à côté de ces formes. Ouais, Je ne sais pas quelle est leur fréquence, les c'est extrêmement rare, hein, pyridoxinosensibilités. c'est extrêmement rare. Ouais. Après, c'est vrai que c'est extrêmement rare, mais si ça répond, on est content, quoi. Oui, Mais bien. le faire maintenant ou dire on fait le Sabril, on fait le Synacten et si ça répond à rien, on fait le B6, je vois pas trop la différence. Après, moi, j'avais prévu 1 heure en fait pour la réunion, donc j'ai encore un petit peu de temps, mais je suis désolé. Après, enfin, s'il faut, on en refera une, hein. Mais si vous voulez passer au bilan, on peut y aller Ouais. maintenant parce que Est-ce que tu passais sur le bilan étiologique, Inès? voilà, ça, moi, vraiment là aussi, je trouve que je vous ai mis quelques articles sur le bilan. C'est vraiment l'occasion de bien analyser qu'est-ce qui est rentable ou pas, hein. La glycémie dans l'espace infantile, j'aimerais bien, alors là, vraiment, j'aimerais bien qu'on m'explique en quoi une hypoglycémie peut donner d'espace. Alors après, que ce soit dans le cadre d'un bilan Précorticothérapie, recherché, peut-être. mais bon, Ouais. je ne suis pas sûr que. En gros, les spasmes, les maladies métaboliques qui peuvent vraiment se. Enfin, parce que il y a plein de maladies métaboliques où il y a des spasmes, mais c'est quand même des enfants qui ont une encéphalopathie préexistante très sévère, hein. Donc, dans ce cas, on peut tout mettre, c'est vrai. Le déficit. Bon, mais quand même, je pense qu'on peut quand même faire un focus sur voilà, le patient qu'on ne connaît pas qui vient pour des spasmes. C'est quoi le bilan qu'on peut proposer moi, je vois pas beaucoup d'analyse métabolique de base. Ça dépend un peu, évidemment, si c'est un patient qui est très microcéphale, on va chercher le déficit en sérine, mais souvent, ils ont une encéphalopathie préexistante. Les mitochondriopathies, bon, ben quand même, on a des éléments à l'IRM, Je ou pense alors qu'il on y a a des surtout éléments. je pense que c'est surtout les aciduries organiques qui peuvent se révéler par des spasmes. Donc, on doit spécifier, Oui, c'est-à-dire. Et je pense aussi les sulfites oxydase, enfin des pathologies bien particulières. sulfite-oxydase, l'IRM n'est pas normal. Voilà. Et acidurie organique, souvent, on a quand même des éléments. On a une acidose métabolique, Oui. euh, une acidurie organique qui donne des spasmes sans qu'il y ait le moindre anomalie sur la gazo, sur la BU. Ouais. Bon, Oui, assez j'ai souvent, l'impression quand même que en fait, c'est des papiers, ils relatent les étiologies, mais quand on vient à la clinique, c'est des patients, ils n'arrivent pas à 6 mois, bonjour, mon fils qui allait parfaitement bien à des spasmes, hein. Par exemple, les, hein, c'est vrai que les acides organiques, ça peut donner des épilepsies aussi néonatales, mais des spasmes, enfin, et du coup, après, qui évoluent vers des spasmes, mais quand même, moi, je trouve que ça, c'est l'occasion de relire les articles. Il y a des articles récents, là, hein, 300 spasmes, les étiologies, et de bien regarder la répartition des étiologies et dire, ben voilà, nous, en fonction de, pareil, toujours pareil, hein, en fonction des étiologies, de ce qu'on a vu, et aussi de ce dont, des examens dont on dispose,
voilà ce qu'on propose de prioriser. Parce que quand même, l'IRM, elle est autrement plus rentable que la chromatographie des acides aminés, hein. Oui. Et donc, quand même, mettre un peu les choses sur un plan différent, ça me paraît très utile. D'accord, merci. Et après, vous avez raison. Moi, je pense que le bilan infectieux, c'est certainement, enfin, certainement à la recherche plutôt d'une infection passée, quoi, hein. Mais c'est certainement quelque chose qui peut être utile. Parce que quand même, si on reprend après, il y a des articles aussi quand même, hein, à la base, les causes les plus fréquentes sont des causes structurelles. On a une IRM anormale, hein. C'est des histoires de lésions, de séquelles, de prématurité, de séquelles d'anoxie, de séquelles, comme vous le dites très bien, de CMV, d'infection, de méningite. Ça, c'est la grosse partie. Et puis après, on va taper dans les trucs hyper rares. Donc, les anomalies génétiques monogéniques, éventuellement un peu moins rares, les anomalies en CGH. Et puis après, alors là, les trucs métaboliques qui sont quand même des raretés. Et souvent, il y a d'autres choses. Et donc, il faut quand même que vos interlocuteurs, vous êtes des experts, quand vous allez faire le cours ou quand vous êtes donné les guidelines, il ne faut pas qu'ils se disent un West, il faut que je fasse la chromato en urgence, parce que quand même, la plupart du temps, ce sera une histoire acquise ou malformative qui sera vue à l'IRM. Donc, plutôt hiérarchiser l'enquête étiologique. Ouais, moi c'est pareil. Comme le reste, je ferai un petit chapeau très court sur c'est quoi les grandes causes. Les causes structurales, c'est quoi? Les causes, enfin, à IRM normale, c'est quoi, hein? Et puis ensuite, dans les causes structurelles, les causes acquises, les causes constitutionnelles. Enfin, voilà. Et du coup, fort de ça, les grandes causes, elles n'ont pas de raison d'être différentes en Tunisie versus n'importe quel pays. Vous avez peut-être, enfin, je ne pense pas que ce soit très différent, franchement. Peut-être vous avez un petit peu plus, si vous avez moins de couverture vaccinale, vous avez peut-être un petit peu plus de séquelles de méningite. Je ne sais pas, ça c'est vous nous direz. Mais vous connaissez parfaitement les enfants tunisiens et de Sfax, hein, vous les connaissez bien. Et donc vous voyez les causes et vous pouvez dire, ben, nous, on anticipe ou on sait que telle cause, elle est encore plus fréquente. Et donc, on met le paquet là-dessus. Et puis après, évidemment, que le truc arrive une fois sur 1 million, bon, bah, on peut le mettre quelque part, mais il faut quand même prioriser. OK? Donc, on doit déjà revenir sur la cohorte faite au service de neuropédiatrie pour discuter un peu ce qui Ah était… ben, en plus, voilà, en plus, si vous avez la cohorte et que vous avez les causes en tête, je veux dire, parce que quelquefois, le défaut qu'on a, c'est qu'on va dire, oui, non, mais ça, les causes les plus fréquentes, on les oublie quasiment. Parce qu'on sur notre cohorte de 60, évidemment qu'on en a 30, c'était des causes évidentes, c'est des anoxies, des séquelles et tout. Bon, c'est quand même 30 sur 60, donc il ne faut pas les oublier dans le guidelines. Il ne faut pas aller chercher le patient où on a mis, on a trouvé un truc super rare et on va le mettre parce qu'on a trouvé une B6. Ben, ok, mais bon, si on en trouve une tous les 10 ans, c'est peut-être pas la peine d'inonder de B6 tous les patients pendant 10 ans pour. Hein. Donc, vous voyez, il faut pas, mais sinon, après, moi, le texte, je trouve ça très bien. Le EG, le texte, c'est bien parce que, après, pareil pour le EG, on peut faire un petit encart sur qu'est-ce qui est vraiment important. Mais après, tout le reste, c'est bon, hein. Parce que le guidelines, après, ça peut être assez précis. Mais c'est toujours avoir de quoi extraire ce qui nous a permis de bien réfléchir. OK? D'accord, merci. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un point Oui. dans pas trop longtemps? Oui, bien sûr. Vous, bientôt, vous allez être, c'est ça, bientôt, c'est le Ramadan, c'est ça? Ouais. Hein, je suis au courant parce que c'est pareil, à Marseille, le Ramadan, on est bien au courant, vous inquiétez pas. Ouais. C'est quand? C'est samedi, à partir de samedi ou dimanche. Là, maintenant, de là, Ouais. je pensais que c'était la semaine d'après. Mais de Non, toute façon, on travaille le soir. On a toute la soirée, on peut travailler, pas de Oui, problème. mais bon, quand même, vous travaillez, mais vous avez aussi des choses à faire. Comment on peut faire? Si. On peut le faire d'ici 20 jours, 15-20 jours, si vous pouvez. Vous pensez que c'est bon de votre côté?
Oui, oui, je On pense. fait un truc bref comme ça, on fait un truc bref, Ouais. juste s'il reste des questions particulières. Hein, Ouais, le ouais. but, c'est pas que vous ayez fini avant qu'on arrive. Hein. Le but, c'est que vous ayez la trame et qu'après, ou même on peut échanger par mail, on Oui. peut s'échanger des trucs. Donc moi, je vois avec Ella, d'ici demain soir, pour vous donner je pense Référence. que vous avez déjà tout, mais je vous ai sorti les PDF que j'ai. Comme ça,